Alors, on aborde donc le paragraphe 3 de ce cours sur le premier principe. On va passer en revue tout un tas de méthodes pour calculer les travaux des forces qui sont impliquées dans les transformations thermodynamiques dans différentes situations qui nous intéressent justement pour les dispositifs, les expériences qu'on va être amené à considérer dans ce chapitre. Alors, ça va être en lien bien sûr avec le chapitre de mécanique. Alors, on a vu que ce qu'il fallait calculer, c'était a priori quelque chose d'un petit peu compliqué, puisque pour un corps extérieur CK, c'était le travail de la distribution, d'accord, je me rappelle, voilà, j'ai mis ça dans l'introduction. Travail de cette distribution, donc en fait c'est la somme des travaux de chacune des forces, d'accord. Voilà, d'accord. Pour tous les I, tous les MI appartenant donc, au système sigma. Donc ce serait la somme des travaux. Je rappelle, c'est l'intégrale de la puissance. Donc il faut multiplier. Voilà, on ferait un FIK, je crois que je l'avais écrit, scalaire V de MI. Voilà, au cours du temps, etc. On intègre ça sur le temps. 2TI, donc ATF. Et puis on somme ici donc sur les MI appartenant à sigma. Voilà. Bon. Alors heureusement, on n'aura pas à faire tous ces calculs-là. On va en fait toujours pouvoir se ramener au calcul en fait, d'une seule force. Les distributions qu'on va être amené à considérer peuvent toujours se ramener, sont toujours équivalentes finalement à une distribution d'une force ponctuelle s'exerçant en un certain point, qui est le point d'application, et on calculera uniquement le travail de cette force. Voilà. Alors je vous le montrerai dans un cas, par exemple pour le poids. Voilà. Puis, sinon, bon, on l'admet. Alors, paragraphe 3.1, donc pour faire le lien, alors j'ai appelé ça cas simple, voilà, par un manque d'imagination. Alors, donc les cas simples, voilà, on sait que c'est cas simple. Alors, petit a, donc ça on le fait manuscritement. Alors, un rappel du cours de mécanique, d'accord. Le travail d'une force s'appliquant sur un point matériel, d'accord, c'était donc d'un certain TI ATF. J'avais cité une certaine loi horaire du point M dans R, et c'était l'intégrale de TI ATF de F, du point M qu'on suivait au cours du temps, scalaire V de M dans R, dt. Donc en gros, on va se ramener à ça, sauf qu'ici, quand même, F, c'est plus la force s'exerçant sur un point matériel M, c'est la résultante en fait d'une distribution de force. S'appliquant en un certain point qui est le point d'application. D'accord. Voilà. Donc ça va devenir la chose suivante. M, ce sera plus un point matériel, mais ce sera un point d'application. Alors, on a vu comme le poids, d'accord. D'accord. C'est le point d'application de la force. Et F, par rapport à cette distribution, c'est la résultante. Par exemple, pour le poids, on voit bien ce que c'est. D'accord, c'est le mg. D'accord. Voilà. Et le point d'application, c'est le centre de gravité. Voilà, donc ça on va réappliquer ça, on pourra toujours appliquer ça, mais on va voir qu'en fait cette formule va se spécialiser, on va dire, dans différentes situations. Alors petit a, c'était ça. Le petit b alors, le petit b c'est le cas d'une force constante. On va repartir, alors voilà, si donc cette force est constante, c'est la résultante en fait des forces qui est constante. Voilà, donc le cas d'une force donc, ponctuelle constante, d'une distribution de force qui se ramène à une force ponctuelle constante, donc la résultante est constante. Alors, on va reprendre cette formule qui est ici, voilà, W de TI ATF. Alors, je vais l'écrire comme ça. Alors ici, je manquais normalement F. Voilà, ici 2F. Alors, si la force est constante, voilà, je vais reprendre cette intégrale qui est ici, et alors, on va redémontrer que le travail d'une force constante, c'est F scalaire le déplacement. Bon, on va le faire un petit peu plus rapidement qu'on l'avait fait. Quand on l'avait fait dans le cours de mécanique, j'ai fait ça simplement en utilisant les coordonnées. Bon, ici, on peut utiliser une petite astuce. Donc, si je sors la force qui est constante de l'intégrale, d'accord, de TI à TF, voilà, on peut, mettons, faire ça comme ça. D'accord, voilà, on fait ça vectoriellement. Voilà, et ce qui nous fait que l'intégrale du vecteur vitesse, c'est le vecteur position. Donc O, c'est un point fixe dans le référentiel grand R.
d'accord, somme de TI ATF. Voilà, je prends une primitive, la primitive. Voilà, ce qui me fait F scalaire, donc OM de TF moins OM de TI. D'accord. Voilà, et ce que je reconnais ici comme O est un point fixe de R, c'est le déplacement de M dans le référentiel R. F scalaire de M, TI, MTF. Voilà, donc on peut retrouver comme ça, on va dire rapidement, ce résultat qu'on connaît par ailleurs. Voilà, sur le travail d'une force constante. Alors souvent il y a des forces en thermo qu'on assimilera à une force constante, force axée par un moteur par exemple, ou des choses comme ça. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Bon, donc ça on pourra l'utiliser. Alors ensuite, autre cas, pour le poids aussi, les forces constantes. Donc si on veut utiliser ça, on peut utiliser ça pour le poids. Alors, ensuite, un autre cas un petit peu plus compliqué, petit c, on va prendre dans le cas d'un mouvement rectiligne. Mouvement rectiligne du point d'application. Du point d'application, alors souvent il y a le point d'application, en fait c'est un point du piston qui se déplace. D'accord, il y a une force qui est sur le piston, plusieurs. Voilà. Et le mouvement du piston, il est rectiligne. Donc voilà pourquoi j'envisage ça. En général aussi, les forces en thermodynamique, elles sont parallèles au déplacement du piston. Voilà, bon, on verra que dans ce que je vais faire ici, on n'a pas forcément besoin. Mais bon. D'accord, voilà. Mais on a le cas du mouvement rectiligne du point d'application. Donc, vous pensez à un piston qui se déplace rectilignement, il y a une force qui appuie dessus. Ça peut être un ressort, par exemple, il y a certains exos où on met on accroche un ressort, etc., où on peut pousser, voilà, de différentes manières. Alors, comment on va mettre ça voilà, donc, aussi, on va avoir un repère OI. Voilà, M, c'est le point d'application, que je vais appeler M. Voilà, et j'ai, mettons, une force F de X de T. Voilà, et là, le point M, il est d'abscisse X de T. Alors, cette force, voilà, je la suppose donc collinaire au mouvement. En général, ce sera le cas, d'ailleurs. Même si, là, je vais faire un raisonnement un peu plus général. On va pas se compliquer trop la vie. C'est pas la peine. Voilà. Donc, ok. Alors, on reprend l'expression du travail du petit a. Travail donc de TI ATF, donc de notre force F. C'est l'intégrale de TI ATF de F de X de T, scalaire V de R dt. Voilà, et donc si le mouvement M a un mouvement rectiligne, c'est que le vecteur vitesse V de M R il vaut X point de TI. Voilà. Donc ça va me simplifier nettement l'expression qui est ici. Ça va me faire somme de TI à TF. Je réinjecte l'expression de TF. Ici je mets X.I. D'accord. Si je mets X.I, donc le I va arriver sur le F. Ça va faire I scalaire F. Voilà, de X de T, facteur de X point de T dt. Voilà, donc ici j'ai un scalaire. Voilà, ici il y a un autre scalaire. Voilà. Alors cette forme, on peut la transformer encore, on ne va pas la garder sous cette forme-là. Alors on va faire un changement de variable dans cette intégrale. Alors on va appliquer la formule qu'on connaît dans le cours de maths. Si je le... Voilà, d'accord, on a cette formule-là. Alors si je le rappelle x ou y, voilà. C'est pas une variable, d'accord. Voilà, donc vous avez cette formule ici, formule de changement de variable, d'accord. Donc ça marche bien. Alors, il y a deux manières d'appliquer. Si on applique dans ce sens-là, c'est le cas un peu simple. Voilà, il faut reconnaître quelque chose qui est sous cette forme-là, f de g de x facteur de g'.
Bah ici, c'est bien ce qu'on a. Hein. Ici, j'ai une composition. Hein. J'ai la fonction qui a t associe x et qui a x associe i scalaire f. D'accord. Donc ça, c'est bien la forme f rond g. Hein. Évidemment, le x, ici, c'est le temps. Hein. C'est t qui joue le rôle de x ici. Et facteur de la dérivée de cette fonction g. J'ai bien g' ici. Hein. Voilà, donc ça a bien la bonne forme. D'accord. Donc ici, ça va faire quoi? Ça va faire somme de x de ti à x de tf de i scalaire f de x dx. Voilà, hein, ce qu'on peut appeler x de ti ou xi, hein, etc. Voilà, donc on a une formule ici, une expression du travail qui ne va plus dépendre du temps, hein, parce qu'en général, en thermodynamique, on ne sait pas trop comment les choses dépendent en temps, on connaît que l'état initial et l'état final. Hein. Voilà, donc on a cette formule ici que vous pouvez donc encadrer. Hein. Voilà. Hein, dans le cas d'un mouvement, donc, et tout, on n'aura que des mouvements comme ça en fait. Hein. Voilà. D'accord. On ne va pas envisager de mouvements plus compliqués. Hein. Voilà. Donc, voilà. Donc le travail ici, hein, pour un mouvement donc, rectiligne, hein, d'une force F, donc il n'y a pas besoin d'être collinaire au mouvement, mais elle l'est en général. Hein. C'est somme donc, de xi à xf, donc de i scalaire f, comme ça on est bien intrinsèque, hein, i scalaire f de x, voilà, dx. D'accord. Voilà. Donc ça s'applique aussi pour le poids, si on veut. Hein. C'est pas, voilà. Ou la force, je vous dis, exercée par un ressort, etc. On peut appliquer cette expression du travail. D'accord. Voilà. Voilà sur le. Alors, qu'est-ce que j'avais mis? A, B, je ne sais plus où j'en suis ici. J'ai mis ABC, mais je crois que je suis en train de voir le rappel. Bon, A, B, C, alors je vais dû mettre 1. Bon, bref, j'ai encore un cas à voir. Je crois qu'il va s'appeler peut-être petit d. Voilà. Bon, alors je crois que plutôt les rappels. Le rappel, c'était un petit peu où j'ai mis. Donc, je l'ai mis en petit A, petit B, petit C, et petit D. Voilà. Petit D comme haute K5, force dérivant d'un potentiel, force conservative. Force conservative, c'est plus simple. Allez, force conservative. Alors, je vous rappelle l'expression du travail d'une force conservative, c'est par rapport à la définition qu'on avait de l'énergie potentielle qui était associée à cette force. Hein. D'accord. Donc, le travail d'une force conservative, hein, le travail de F, c'est, alors U, alors je ne vais pas mettre U parce qu'on va confondre avec l'énergie interne, hein. C'est l'énergie potentielle dans l'état initial, moins l'énergie potentielle dans l'état final. Attention aussi, c'est pas le delta, hein, c'est pas final moins initial, c'est initial moins final, hein, ou donc EP, hein, EP de M, hein, c'est alors c'est la position de M dans l'état initial, hein, voilà, pardon, ouais, c'est la position de M dans l'état initial, position de M dans l'état final, ou EP de M, donc c'est l'énergie potentielle associée à la force conservative F. Ou EP de M, donc c'est l'énergie potentielle associée donc, à la force conservative F. Voilà donc pour ces cas simples, entre guillemets. On reste, alors, on va aborder voilà, un cas un petit peu spécifique, quand même spécifique à ce chapitre. Donc on passe au... Ah oui, alors, il y a un petit... Alors, ce qui est marqué petit d sur mon papier, mettons c'est un petit e, vu la numérotation que j'ai prise. Hein, voilà. Alors, complément facultatif, un travail du poids d'un système. Alors, bon, ça, voilà, ça s'applique aussi pour le poids, hein, puisque l'énergie potentielle du poids, c'est mgz. Hein, on peut aussi l'appliquer. Hein, à tous les cas simples, on peut l'appliquer pour le poids. Alors, ce que je vous démontre hein, simplement, c'est que normalement, on doit calculer le travail du mg, hein, s'appliquant à du mij, s'appliquant à chaque point matériel. D'accord, c'est la somme de ces travaux. Hein. Alors, est-ce que la somme de ces travaux
est-ce que c'est équivalent au travail d'une seule force s'appliquant en G, où G est un poids matériel qui concentrerait toute la masse du système. C'est ce que je viens implicitement de vous dire ici. Hein, voilà, d'accord, hein. Si vous appliquez tout ce qu'on vient de dire au poids, vous considérez voilà, que le poids est une force ponctuelle s'appliquant en G et que G a la masse du système, d'accord. Et ça marchera. Alors, pourquoi ça marche? Voilà, je vous fais la démonstration là. Hein. C'est-à-dire, je vous calcule vraiment le travail du poids, la somme des travaux hein, du poids sur chaque point matériel de sigma, et on vérifie bien que c'est effectivement le travail d'une seule force, qui est le poids total, s'exerçant G. Voilà, d'accord. On retrouve avec un mg fois le déplacement du centre de gravité. J'en ai un petit peu parlé lorsqu'on avait fait l'expérience de Joule. Hein. J'avais dit si le centre de gravité se déplace, c'est qu'en fait le poids travaille. Hein. D'accord. Voilà. C'est un complément facultatif, mais pour bien faire le lien quand même entre le microscopique et le macroscopique. Hein. Voilà. Voilà, ça nous met sur la page, alors ça nous met à la troisième page que je vous ai donnée. Hein. Et on va passer au paragraphe 3.2. Calcul d'une résultante des forces de pression. Hein, calcul du travail. Ah oui, travail, pardon. Calcul du travail hein, d'une résultante hein, de force de pression. Donc une force de pression qui s'exerce sur un piston, hein, c'est une force qui est distribuée, parce qu'elle s'exerce sur chaque petite surface de ce piston, sur chaque atome de la surface de ce piston. On peut l'assimiler à une force s'exerçant en un seul point, en gros le centre du piston, hein, voilà, une force ponctuelle. Cette force, sinon, c'est la résultante de toutes les forces de pression. Hein. Alors cette résultante, on peut la calculer, puisque la pression, c'est justement, on va le voir, hein, c'est le rapport de la force divisé par la surface sur laquelle elle s'exerce. Alors, pour faire ça, donc, je vais peut-être faire un petit schéma. Hein, voilà. Alors, on va toujours prendre le cas hein, d'un piston qui se déplace ici. Ici, on a essentiellement un gaz. Hein. Voilà, d'accord. Alors, je n'ai pas pris le code de couleur parce que là, on ne va pas appliquer le premier principe, ce n'est pas essentiel. Voilà, donc ici, là, vous avez ce qu'on appelle la pression extérieure, d'accord. Et voilà, là, il y a la résultante des forces de pression extérieure, Fpx. Hein, c'est la résultante, c'est la somme de ces forces qui s'exercent voilà, au centre du piston. Hein, voilà, alors on va munir, je vais prendre ici donc un point O, ici un vecteur unitaire I, voilà, collinaire de déplacement du piston. Donc on va pouvoir appliquer notre formule avec un mouvement rectiligne du point d'application. D'accord ? Donc le travail de la force de pression extérieure sur le piston, je peux l'écrire somme de xi, donc position initiale du piston, somme de xi à xf, d'accord ? Donc ici, ici j'ai le x du piston, hein, d'accord ? Voilà, donc de xi à xf, de I scalaire fpx, d'accord? Alors ça, très souvent ça dépend pas de x, mais enfin là, a priori ça en dépend, dx, d'accord? Donc en vertu du paragraphe, je crois, c'était le petit c, je crois, voilà. D'accord? Donc j'applique cette formule, hein. Voilà. Alors ici, la pression extérieure, hein, je rappelle que c'est la résultante, donc la pression c'est toujours la force s'exerçant sur une surface divisée par cette surface. Donc si je considère que la surface est ici ce côté du piston, hein, donc la pression extérieure c'est Fpx hein, divisé par S, donc c'est la surface du piston qui est ici. D'accord hein, S c'est la surface donc, du piston qui est ici. Okay, donc ce qui fait qu'avec ça, hein, ça me donne la norme de Fpx, et puis la force de pression, elle s'exerce forcément du gaz, on va dire, sur le solide. Okay, donc elle est forcément ici opposée à I. Hein, donc elle va s'écrire moins
Alors la norme ici, c'est Px fois S, Px fois S, et ici fois I, donc pour lui donner sa direction et son sens. Voilà. D'accord. Une force, c'est toujours une pression fois une surface. La pression sur laquelle, enfin une force de pression, hein, c'est toujours la pression fois la surface sur laquelle cette force de pression s'exerce. Voilà. Donc j'ai cette formule ici. Donc ça va me permettre de continuer. Alors, ce qui fait donc notre travail de la force de pression extérieure, je vais l'écrire somme de xi à xf de moins px i scalaire i, d'accord? Voilà, i scalaire i dx. Voilà, avec px qui peut dépendre de la pression x, qui peut dépendre de la position x, pardon. On verra que 9 fois sur 10, on ne peut pas dire 10 fois sur 10, ça n'en dépendra jamais. Voilà, alors, ça c'est bon, ça marche. Hein. Alors c'est pas tout à fait sous cette forme-là que ça va nous arranger, parce que, bon, x, c'est parfaitement défini, on va plutôt en fait essayer de le relier au volume du gaz ici. Hein. Alors, le volume du gaz, donc, il est ici, d'accord? Hein. Donc en fait, et comme le volume du gaz c'est une variable thermodynamique, on préfère traiter avec une variable thermodynamique. D'accord? Si on peut s'éviter d'avoir cette variable intermédiaire, ça nous arrange. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va. Alors, on voit que V, le volume du gaz, c'est, bon, si je néglige l'épaisseur du piston, c'est essentiellement S fois X. Au moins éventuellement une petite constante qui serait égale au volume du piston. Bon, on verra que ça ne va pas. D'accord? Donc ici, S fois X, hein, ça fait ce volume-là. Donc, je répète, hein, si je néglige donc, le volume du piston, ça fait bien le volume du système. D'accord? Donc ça, c'est bien le volume V, c'est le volume du système sigma G. Hein, V de sigma G. D'accord? Voilà. Alors, on va faire un petit changement de variable, mais on va utiliser en fait la formule qu'on a vue précédemment. Je vais un petit peu l'utiliser à l'envers. Hein. Alors, c'est un petit peu compliqué de le faire à l'envers, donc on va le faire comme le faisaient les mathématiciens au XVIIIe siècle. On va utiliser ce qu'on appelle le calcul différentiel, hein, qui est quand même assez pratique. Bon, peut-être que vous avez aussi utilisé ça en maths. Quand on fait ce genre de choses, de changement de variable, bon, quelquefois c'est assez pratique de recourir à ce formalisme, même s'il n'est pas très rigoureux. Hein. Mais enfin bon, alors donc ici ce qu'on écrit, alors, on différencie ça, je dis que dv c'est s fois dx, hein, donc la dérivée de v par rapport à x c'est s. Voilà, donc si j'écris que cette dérivée de v c'est dv sur dx, voilà, je le mets comme ça, d'accord? Et à ce moment-là, je vais réinjecter ça là-dedans, d'accord? Et voilà, automatiquement j'ai un changement de variable en fait. Hein. C'est-à-dire que ça va me faire moins px, donc s dx ça va faire dv. Ça sous-entend évidemment que je peux réexprimer le px en fonction de v, d'accord? La fonction bien sûr qui a v associe px n'est pas la même que la fonction qui a x associe px, mais voilà, je l'ai réécrit quand même comme ça parce que en physique les variables ne sont pas muettes. Si j'écris px de v, je sais que c'est toujours px, hein, je vais toujours exprimer px, et là je l'exprime en fonction de v, là je l'exprime en fonction de x, même si l'expression n'est pas la même, voilà, ces deux expressions ne sont pas ambiguës. D'accord? Voilà, donc je vais écrire ça comme ça. Et puis ici c'est le v de xi, donc le v de xi c'est vi, volume initial du système, vi, et puis ici v de xf c'est vf. Voilà, donc ça me donne cette formule, hein, qu'on utilisera assez souvent, hein. C'est donc le travail d'une force de pression extérieure, hein. C'est égal à moins somme de VI à VF de Px dV. Voilà. Alors ça appelle quand même un petit commentaire, hein, ça appelle un petit commentaire quand même. Voilà. Le commentaire est le suivant. Est-ce que ça peut s'utiliser tout le temps? Alors bon, sans vouloir aller chercher des exercices où on vous piège, hein, bon, cette formule elle a quand même une certaine validité. Il faut que... Hein, alors la validité quand même de cette formule, hein, en gros il est lié au fait que est-ce que je peux écrire
V égale Sx. Est-ce que le volume est bien une fonction de la position du point d'application de la force Fpx ou pas? D'accord? Voilà, c'est à ce que je peux écrire ce lien entre le volume et la position x du point d'application de Px ou pas. Si je peux l'écrire, à ce moment-là, je peux faire changement de variable dans cette expression-là. Cette expression-là, elle est toujours valable, sans restriction, d'accord? Il n'y a pas de... Voilà. Alors, il y a des situations où le volume du système n'est pas une fonction de x. Hein. Alors attention ici, hein, c'est un peu c'est le contre-exemple, là où on ne peut pas utiliser cette formule. Hein. Voilà, vous avez ici, mettons, vous avez deux pistons là. Là, vous avez votre sigma gaz, d'accord? Là, vous avez votre Px, hein, avec ici le Fpx, d'accord? Là, ici, vous avez le X, donc le O et le I. Et on peut imaginer qu'ici, mettons, on a un autre gaz, sigma G', d'accord? Voilà. Donc ici, j'ai mis ce qui est là. Donc ça, c'est notre système qui va nous intéresser. Mais là, il se trouve que j'ai un autre gaz ici, qui est séparé du sigma gaz là par un piston mobile, d'accord? Bon, là aussi, j'ai encore un piston mobile, tout ça, un piston. Hein. Donc, alors cette formule-là, elle serait bien valable. Ici, si on pousse ici, donc si le piston, je dirais, se déplace, hein, sous l'effet de je ne sais pas quelle force, enfin, cette force-là travaille, d'accord? Donc cette force-là, je peux bien écrire, ok? Mais par contre, on voit évidemment que si ça se déplace, la pression a priori va augmenter dans sigma g, et donc à ce moment-là, ça va créer un déséquilibre sur ce piston, et le piston ici, il va se déplacer comme ça. De sorte que le volume de sigma g n'est plus une fonction de x. Bon, en fait, que c'est une fonction de x et de x' qui est là. D'accord, hein? Si je devais écrire v, ça ferait s fois x moins x', et non pas v égale s de x. D'accord? Et donc là, à ce moment-là, dans ce cas-là, hein, ici je ne peux plus écrire v égale sx, et donc à ce moment-là, la formule qui est là-bas n'est pas valable. Voilà, bon. Voilà, donc la validité est essentiellement liée à ça. Hein. Voilà. Bon, il faut faire un petit peu attention quand même. Hein. Mais bon, normalement, voilà, ces exos un peu, on va dire, piégeux, on les met plus normalement. Voilà. Donc vous avez cette formule, voilà, qu'on va utiliser très souvent parce que évidemment la pression à est, ça va être la pression atmosphérique. Hein, et beaucoup d'expériences se font forcément dans l'atmosphère. Et donc dès qu'il y a des déplacements dans l'atmosphère, hein, je rappelle la pression atmosphérique, c'est 10 tonnes au mètre carré, c'est-à-dire 100 kg au décimètre carré. Donc ça fait quand même une force qui est importante, même par rapport aux forces de la manip. Hein, et donc ça veut dire que c'est un travail ici qui sera à prendre en compte. Voilà donc pour ce paragraphe 3.2.